peux faire ton record. Ouais, c'est en cours. Tu dois le voir. Allez, go. Bien. Eh bien, écoutez, bienvenue à tout le monde et bienvenue à toi, José Lito. On va Merci. parler Bonjour. d'un sujet que je retrouve très, très fréquemment. C'est la difficulté à s'organiser. Les gens recherchent à être efficaces et performants. On voit beaucoup de choses qui parlent de gestion de temps, de gestion de priorité. Et ce que je vous propose, c'est d'en discuter avec José Lito. Je vous ai préparé un petit support et puis après, on discute. Cool. Je suis curieux parce que ça, c'est vrai que chez les consultants que je fréquente ou dans les organisations, efficacité, performance, efficience, c'est des mots qui reviennent absolument tout le temps Ouais. Et on en parle souvent tous les deux. Et ben, je te dis à la fin, les semaines, elles défilent. J'ai d'ailleurs un podcast qui s'appelle « Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine ?» et j'avoue que des fois, j'ai du mal à répondre en vrai. Je dis « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ?» T'as pas vu le temps passer. Ça défile et on a beaucoup de mal à évaluer cette ressource-là. C'est la ressource la plus rare au monde, puisque le temps que tu as disponible pour toi, tu peux pas l'acheter ailleurs, tu peux pas l'arrêter, tu peux pas être en replay. De toute façon, le temps s'écoule. Donc, on va voir que dans cette première session, on va se concentrer essentiellement sur comment être efficace et performant d'un point de vue individuel. Après, plus tard, quand on aura suffisamment avancé, on se posera la question de savoir comment être efficace et performant quand on manage une équipe ou qu'on manage un projet. Et puis, éventuellement, si on voit que ça fonctionne bien, on ira jusqu'à comment être efficace et performant au niveau d'une organisation. Mais bon, comme je dis souvent, la meilleure façon pour engager une transformation dans quelque organisation que ce soit, c'est l'exemplarité. Donc, on va d'abord se concentrer sur comment être efficace et performant à titre individuel. Et en fait, pour être efficace et performant, en fait, on voit souvent deux choses qu'on oppose, c'est la gestion du temps et la gestion des priorités. Or, si on veut être efficace, on peut en effet être conforme à un agenda qu'on s'est défini sur la journée, sur la semaine, sur le mois, et n'avoir absolument pas délivré de valeur. Et de l'autre côté, si on ne fait que gérer ses priorités, on peut éventuellement se concentrer sur ce qui est le plus important, ce qui est dans le top 3 de ce qu'on a à faire, en oubliant des choses. Et si on ne gère pas le temps, ce qu'on a oublié va nous éclater à la figure et on va se retrouver rattrapé et on sera revenu au point de départ. C'est-à-dire qu'on sera toujours en train de courir. Après, on ne sait pas en fait, mais on sera toujours en train de courir. Donc en fait, pour être efficace et performant, il y a les deux notions. Il faut être capable de gérer son temps et de gérer ses priorités. Et d'ailleurs, j'ai repris les mots gérer que je déteste. Il faut piloter son temps et piloter ses priorités. On n'est pas là pour faire de la comptabilité, mais on est là pour créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il faut piloter, il faut anticiper. Alors, on va se concentrer là sur la première partie qui est indispensable, c'est qu'est-ce que ça veut dire que gérer son temps? En fait, gérer son temps, si on le résume, comment tu le résumerais, tiens, d'ailleurs, toi, José Lito? C'est quoi pour toi une bonne gestion du temps? Moi, je pensais que j'allais juste écouter, quoi. Ah bah non, mais tu sais bien que moi, je peux pas m'empêcher de faire parler les gens, donc… En fait, j'ai plusieurs façons de le voir parce que c'est marrant. Pour moi, il y a gérer son temps, ça a été longtemps le mesurer. C'est-à-dire, c'est ce que tu viens de dire, en fait, c'est pour ça que ça m'a troublé, mais le côté comptable j'ai tant d'heures à faire dans une semaine et gérer mon temps, c'est d'utiliser chaque heure à bon escient. Donc ça a été… c'est souvent cette notion-là que je retiens et souvent la notion aussi de gérer son temps, c'est gérer son agenda. Ouais. Voilà.
Ça se résume à ça. De façon très concrète, hein, gérer son temps, c'est gérer son agenda et tu t'aperçois que ce soit le week-end ou la semaine, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, ce problème de gestion du temps, moi qui suis une catastrophe nucléaire sur ce sujet-là, dans mon entourage, ils ont une expression pour parler de ma façon de gérer le temps, c'est tu t'évapores. Voilà, José Lito est quelqu'un qui s'évapore. Mon temps s'évapore. Bien, bah, écoute, bienvenue au club. À ce qui paraît, c'est une caractéristique des zèbres. Tu sais, on en a déjà parlé. Ah, d'accord. C'est-à-dire que Le zèbre s'évapore. quand on est très curieux, quand tout nous intéresse, en effet, le moindre sujet qui vient, etc., peut se transformer en ce qu'on verra plus tard, qu'on peut appeler une distraction, sauf si, évidemment, c'est en lien avec des priorités, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, en fait, gérer son temps, j'ai mis une petite définition, c'est utiliser son temps de la façon la plus efficace et, je rajouterais, c'est de s'y tenir. Et en fait, pour pouvoir gérer son temps donc, de façon efficace, il y a plusieurs choses. C'est qu'il faut déjà savoir ce qu'on a à faire. Or, dans les formations que je fais sur le management de projet, quand je fais faire toujours un petit exercice qui est de dire, bah, voilà, je vous laisse 10 minutes, sortez-moi ce que vous avez à faire. Et je suis toujours extrêmement surpris de voir qu'éventuellement des personnes me sortent 2 à 3 trucs à faire, ce n'est même pas des tâches, on verra plus tard ce que c'est qu'une tâche, mais 2 à 3 trucs sur les 15 jours qui viennent. Et pourtant, quand je leur demande de montrer leur Outlook ou leur Gmail, l'agenda est plein. Donc on voit bien que déjà, il y a une première chose, c'est que pour pouvoir gérer son temps de façon efficace, il faut déjà savoir ce qu'on a à y faire. Parce que si on ne sait pas ce qu'on a à y faire, ben, c'est ce que je dis souvent, c'est les autres qui vont remplir votre agenda et qui donc vont se servir de votre temps pour, eux, être efficaces et performants. Donc la première des choses pour gérer efficacement son temps, c'est d'avoir identifié ce que l'on doit faire. Et ça, on le verra dans une autre session. Comment on fait pour définir une tâche, parce que là-dessus, il y a beaucoup à dire. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on sait a priori ce qu'on a à faire, il faut être aussi parfaitement au clair pour quand on doit les faire. Parce que là aussi, si on s'est défini de faire quelque chose, mais qu'on ne sait pas pour quand, il y a quand même de grandes chances que la procrastination arrive et qu'on repousse éternellement, surtout si en plus c'est un truc particulièrement pénible à faire, comme par exemple la comptabilité pour moi, à chaque fin de mois, que généralement j'essaye de repousser, etc., malgré les nombreuses alertes qui me reviennent dans la tête. Mais donc en gros, gérer son temps, première chose, c'est savoir ce qu'on a à faire. Deuxième chose, c'est d'avoir des contraintes de temps, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas urgentes et que quand on ne les fait pas, au bout d'un moment, elles deviennent très urgentes. Et la troisième chose, c'est que, et ça c'est un très bon indicateur pour déterminer si vous avez bien identifié les tâches, c'est que ces tâches doivent créer de la valeur. De la valeur soit pour vous, soit pour les gens avec qui vous travaillez, soit pour votre organisation, soit pour la société, soit, enfin, peu importe, planète, people et puis processus, d'accord? Mais en gros, il faut que ça crée de la valeur. Donc, quand vous mettez dans votre agenda que vous devez aller en réunion, c'est tout sauf une tâche. C'est une activité, mais en gros, si vous ne savez pas pourquoi vous y allez, posez-vous la question d'ailleurs, pourquoi vous y allez? Et là, normalement, vous allez pouvoir éventuellement éliminer pas loin de, suivant les cas, 30 à 60% des réunions dans lesquelles vous allez, où vous êtes juste invité, vous ne savez pas pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas eu d'agenda, il n'y a pas eu de documents envoyés avant, donc vous arrivez et en gros, vous allez passer au moins la moitié du temps de la réunion à comprendre quel est le sujet de la réunion. Généralement, ça se termine par le plan d'action suivant qui est de déterminer la date de la prochaine réunion pour faire ce qu'on aurait dû faire dans la réunion. Ça, c'est vraiment pas gérer son temps de façon efficace. Ne laissez pas aussi, on le verra plus tard, polluer et gaspiller votre temps par le fait de gens qui ne sont pas organisés. Et en fait,
pour faire ces 3 choses-là, donc je le rappelle, hein, donc de déterminer toutes les tâches que vous avez à faire, d'avoir identifié les contraintes et de s'assurer que ces tâches créent bien de la valeur, eh ben, c'est compliqué. Moi, j'ai commencé à travailler à une époque où je n'ai pas eu de mail au début. D'accord ? Je peux vous dire que les sollicitations, et en plus, je n'avais pas de téléphone mobile, oui, ça a existé ce temps où il n'y avait pas de mail et où il n'y avait pas de mobile. Et à l'époque, forcément, c'était quand même beaucoup plus facile parce que, premièrement, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de LinkedIn, il n'y avait pas de Slack, il n'y avait pas de ce que vous voulez. Donc, les notifications n'étaient pas là. Et donc, ce sentiment créé par toutes ces notifications, tout ce qui va venir perturber ce que vous êtes en train de faire, n'existait pas. Le deuxième point, c'est qu'il y a en plus un accès super facile à tout ce que vous voulez. Alors, je reçois un SMS d'un copain qui me dit « Tiens, regarde le tweet de machin. » Pouf, ça y est, c'est parti. Et sur le tweet, il y a un lien qui vous emmène sur un article, qui vous emmène sur Medium, qui vous envoie sur un site, etc. etc. Et poum, ça y est, vous avez perdu. Allez, on dit combien? José Lito, ton record. Hein? Ah non, 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 personne ne veut savoir. Mais moi, je suis capable d'y laisser. Mais tu sais que ça te coûte 40 minutes facile. Ce genre de truc, un bon 40 minutes, oui, je pense. Ouais, c'est un. Ouais, minimum. Minimum. Ouais, Allez. ouais. Voilà. Ouais. Et le troisième point en plus, c'est que les gens sont de plus en plus à travailler sur plusieurs choses à la fois. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'est considérablement accru. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler, on m'a mis sur un projet, j'étais 100% sur ce projet. Aujourd'hui, trouver des gens qui ne sont qu'à 100% sur une tâche, c'est très, très compliqué. Y compris une caissière. La caissière, en effet, passe les courses, etc., etc., mais elle doit aussi avoir en tête de savoir combien elle a en caisse, parce qu'au-delà d'un certain montant, histoire d'éviter tous les problèmes de vol, il faut aussi qu'elle pense à l'envoyer. Donc, on voit même que des tâches qui paraissent des fonctions dans lesquelles on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule tâche, ça n'existe pas. Et donc, par rapport à tout ça, qui va tout faire pour vous faire perdre du temps, vous faire perdre votre concentration, etc., etc., ça va complexifier en fait, ou du moins ça va vous donner l'impression que gérer son temps de façon efficace, c'est compliqué. Et donc en fait, dans les formations et les échanges que j'ai, voilà ce qu'on me dit la plupart du temps. C'est que j'ai du mal à m'organiser. Oui, j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs personnes qui me disent ce qu'il faut faire, et c'est compliqué pour moi de m'organiser. La deuxième chose, qui est relativement liée, c'est que de toute façon, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Donc, en gros, voilà. Donc, je ne sais pas comment faire. Pour ceux qui ont fait une liste, on l'a vu, hein, qui ont une to-do list, ils ont une to-do list là, et en gros, ils ne savent jamais. Je commence par le premier, je commence par le dernier. Comment je fais pour les prioriser? Et là, je reviens sur les premiers, sur la première phrase. J'ai du mal à m'organiser. J'ai 2 chefs de projet qui me demandent de travailler la journée entière sur leur projet. Comment je fais? Et c'est on a la pyramide inversée, c'est-à-dire que c'est ceux qui bossent qui se retrouvent avec plus de patrons qui leur donnent des ordres éventuellement contradictoires, etc., etc. On le verra aussi plus tard. Il y a des moyens pour ça de renvoyer ce que j'appelle l'effet boomerang. Quand vous avez un manager ou un chef de projet qui vient vous voir pour vous demander quelque chose qui n'était pas prévu, on verra qu'il y a une façon toute bête d'essayer de lui faire prendre conscience de l'impact qu'il a sur votre temps et non pas uniquement sur le sien. Généralement, d'ailleurs, il vient avec une demande mal formulée, il cherche à se débarrasser de quelque chose. Enfin bon, je vois que tu as connu ça aussi, José Lito. C'est tous les jours. Le troisième chose, c'est qu'évidemment, puisque j'ai du mal à m'organiser, que j'ai trop de choses à faire, etc., pour peu que vous soyez un peu engagé au travail, oui, je sais, ça existe encore, malgré les statistiques qui sortent régulièrement. Les gens, je pense, sont beaucoup plus engagés que ce que les statistiques montrent. La preuve, c'est de voir le nombre de personnes qui sont stressées. Et voilà, moi, généralement, c'est ce qu'on me dit. Moi, je suis stressé. J'arrive le matin
et en fait, je suis déjà stressé. D'ailleurs, pour me déstresser, la première chose que je fais, j'ouvre mon mail, et donc je rajoute du stress au stress. C'est clair. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo avec ce stress, cette notion de stress, c'est que ça devient une drogue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils ne sont plus stressés, n'arrivent plus à avancer. Donc c'est là Ouais, aussi, c'est on vrai. pourra voir que voilà, la performance, on fera un petit point plus tard sur les bons stress et les mauvais stress, mais généralement, quand le stress est devenu une drogue, évidemment, ça empêche d'être performant. Et enfin, par rapport à tout ça, si j'ai du mal à m'organiser, si j'ai trop de choses à faire et si je suis toujours stressé, il y a aussi quelque chose qui va arriver, c'est que je n'arrive plus à me concentrer. C'est-à-dire que, en gros, au minimum d'un quart d'heure de travail, j'ai besoin de changer. J'ai besoin d'aller prendre une respiration. Je n'arrive plus à me concentrer. Et là aussi, on parlera plus tard de la notion de flow, qui fait que quand on y arrive, on est dans un état où, en gros, on est uniquement concentré sur ce qu'on a à faire. Et là, généralement, vous allez pouvoir être extrêmement performant, et tellement d'ailleurs que vous oubliez le temps. Donc, en gros, la gestion du temps, on voit bien que voilà, c'est important. Ce n'est pas ce qui va vous permettre de vous organiser, ce n'est pas ce qui va vous permettre de faire le tri dans les choses que vous avez à faire, mais ça peut vous aider à mieux organiser votre temps et mieux décider de comment vous allez consommer votre temps. Je vous ai mis une toute petite statistique. Donc, la source, c'est Yves Morieux dans un livre, dans une parution qui s'appelle Smart Simplicity. Si je me rappelle bien, Yves Morieux est du BCG. D'accord. Il a fait une étude. Et en gros, les top managers dans les entreprises, voilà comment se répartit leur temps. 40% du temps à rédiger des rapports et entre 30 à 60% du temps passé en réunion de coordination. Donc, ça veut dire qu'au mieux, je dis bien au mieux, il leur reste entre 30 et 10% du temps réellement pour travailler par rapport à leur fonction. C'est-à-dire éventuellement réfléchir à comment faire autrement ou quoi faire autrement, la notion d'innovation, le temps éventuellement d'aller voir les clients, important d'aller voir les clients pour anticiper ce qu'on va se prendre dans la tête. Et tout ça, pourquoi? Pour avoir une analyse stratégique de la situation, anticiper pour ne pas se faire avoir et toujours être dans une optique au minimum d'être résilient, voire d'être antifragile. Donc ça, c'est important. Et en gros, ces statistiques-là, si on les remet au niveau, entre guillemets, de ce qu'on appelle les employés, donc ça, c'est une statistique du UK, d'accord? Bah, vous voyez que au niveau des collaborateurs, en gros, suivant cette statistique-là, 143 minutes sur une journée seulement de travail sur des tâches liées au travail. Et si vous faites le calcul de 143 minutes sur une journée, on n'est pas loin non plus des statistiques que je vous montrais, c'est-à-dire qu'en gros, on est maximum à 20 à 30% de travail, je dis bien de travail, et non pas forcément de performance. Et en plus, la cerise sur le gâteau, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'en plus, avec le télétravail, tous ces dysfonctionnements sont amplifiés. C'est-à-dire que vous n'avez plus de contact forcément informel avec vos collègues. Donc, on est passé de réunions dans lesquelles on pouvait arriver en retard, ça n'a pas changé, mais les réunions sont encore moins bien préparées, il y a encore moins de comptes rendus, il y a encore moins de plans d'action, et donc, ce n'est pas compliqué. À la fin d'une réunion, si vous avez reprogrammé une réunion, c'est que la réunion ne servait à rien, en 90% des cas. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce que quand vous êtes chez vous, cette notion d'être capable d'organiser son temps devient très compliquée.
Pourquoi? Parce que vous êtes chez vous. Et donc, ce n'est pas compliqué d'aller prendre un café. Quand vous êtes au café, vous pouvez passer devant le frigo sur lequel il y a votre liste de courses et hop, ça y est, c'est parti. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie ci. Vous réfléchissez, vous allez voir machin, etc. Et pouf, les 40 minutes dont on a parlé tout à l'heure, ça y est, elles sont prises. Donc, en gros, tout ça fait que, voilà, il y a une succession de choses et le Covid n'a fait que rajouter, n'est qu'un révélateur sur le fait que c'est très, très compliqué, en fait, a priori, de s'organiser. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, on va d'abord répondre à la première question, comme ça, tous ceux qui seront dans la première catégorie, ils peuvent arrêter la vidéo et ils peuvent aller voir autre chose. Si vous êtes conscient de ça et que vous ne voulez rien changer, c'est que vous êtes un exécutant. Vous serez un maillon, vous serez une pièce dans une machine et en fait, les gens, peu importe qui c'est, ça peut être les clients, ça peut être votre manager, ça peut être vos collègues, ça peut être des concurrents en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser votre temps à leur bénéfice. Et à ce moment-là, vous êtes exécutant. Si par contre, ce qui vous intéresse, c'est de faire des choses intéressantes, avec plus de choses intéressantes que de choses pénibles à faire, à ce moment-là, vous êtes en train de réfléchir à de la création de valeur. Et à ce moment-là, en effet, ça peut être super intéressant de se dire, est-ce que j'utilise correctement le temps dont je dispose? Donc, c'est à vous, là, je vous laisse 10 secondes. Est-ce que vous êtes exécutant et à ce moment-là, ce que vous attendez, c'est qu'on vous dise ce qu'il y a à faire et on remplit votre agenda? Ou est-ce que vous avez des velléités à faire du travail intéressant, à avoir une carrière intéressante, à identifier des opportunités, à progresser? Et à ce moment-là, vous êtes créateur de valeur. Et à ce moment-là, bienvenue dans ces sessions. Avec José Lito, on sera très content de discuter sur toute cette notion de création de valeur. D'ailleurs, je fais le lien, hein, je vous ai dit, gérer son temps, c'est les tâches, des contraintes de temps pour créer de la valeur. Sinon, ce n'est pas grave. Alors, comment faire? Si vous êtes en train de vous noyer, il faut trouver une bouée. Et donc, la première chose à faire, contrairement à ce que je vois dans beaucoup de parutions sur cette notion de gestion du temps et gestion des priorités, c'est de savoir où vous passez votre temps. Il faut que vous repreniez la maîtrise de votre temps. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vous propose? C'est tout simplement d'être capable de pouvoir vous dire, quand vous avez terminé votre journée ou quand vous avez terminé votre semaine ou votre mois ou votre année, c'est sur quoi vous avez passé votre temps. Donc là, je vous ai mis, est-ce que vous avez passé 50% du temps à faire ce qui était vert, 50% à faire ce qui est rose? Déjà, c'est une information. Surtout si dans vos priorités, on le verra plus tard, il n'y avait pas de rose. Ça veut dire que là, évidemment, vous avez un problème. Vous êtes efficace dans votre gestion du temps, mais ça n'est absolument pas performant parce que ce n'est pas du tout aligné par rapport à ce que vous auriez dû créer comme valeur. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est tout simplement de traquer votre temps. Voilà, c'est tout bête. Première étape, pendant une semaine, vous allez traquer votre temps. Donc, à vous de voir la granulométrie, d'accord? Soit vous raisonnez au quart d'heure, soit à la demi-heure, d'accord? Mais en gros, voilà, à partir du moment où vous décidez de traquer votre temps, vous marquez. Prenez avec ce que vous voulez, vous avez des applications pour ça. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Toggl, T-O-G-G-L, qui est très facile à utiliser, qui permet, si vous avez oublié de déclencher, de le reprendre, etc., qui vous fait des statistiques. Voilà. Et en gros, c'est de noter sur une semaine où vous passez votre temps. Alors, évidemment, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir identifié au préalable les principales activités sur lesquelles vous allez pointer. Donc, évidemment, les activités, ce n'est pas réunion. Quand on est en réunion, c'est un moyen d'obtenir quelque chose. Donc, ça peut être, par exemple, les projets, le projet A, le projet B, le projet C. Vous rajoutez en plus éventuellement toutes les activités globales de reporting que vous devez à votre manager, qu'on pourrait considérer comme étant de l'administratif.
Si vous êtes un freelance, vous mettez aussi le temps que vous passez à faire du marketing, le temps à être sur les réseaux sociaux, le temps à faire une offre, etc., etc. Donc, en gros, voilà, vous identifiez une dizaine d'activités. Ne rentrez pas dans du micromanagement parce que là, ça va être l'enfer. Mais en gros, vous identifiez une dizaine de tâches sur lesquelles vous pensez que vous passez le plus de temps. Vous pouvez rajouter une tâche d'hiver d'ailleurs, ce qui va être rigolo. Si c'est comme ça a été pour moi, c'est que vous allez vous apercevoir que le divers prend plus de temps que les autres tâches. Donc, ça veut bien dire que vous êtes en train de vous disperser. Mais en gros, il va falloir le faire. Et en gros, c'est tout bête. 24 heures par 7 jours, ça fait 168 heures dans une semaine. Donc, je vois déjà des gens qui vont me dire « Oui, mais attends Arnaud, moi, il faut que je le fasse d'un point de vue professionnel. » Ok. Est-ce que vous débranchez quand vous êtes dans le métro? Est-ce que vous débranchez quand vous avez une idée le soir? Est-ce que quand vous êtes en train de surfer sur des sites, sur des sujets qui vous intéressent, d'un point de vue professionnel, est-ce que ce n'est pas encore du travail? Donc, je n'ai pas de religion par rapport à ça. Il y en a qui me disent qu'ils sont capables de complètement faire une étanchéité entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Je dis un grand bravo. Moi, ça fait maintenant 54 ans que j'essaye et j'y suis toujours pas arrivé. D'accord? Moi, ce que je vous conseille aussi, parce que c'est important, on le verra dans la performance, c'est que ce que vous faites dans votre vie personnelle a un impact sur votre performance professionnelle. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est au minimum, d'accord, de noter quel est le nombre d'heures qu'il y a sur ces 168 heures qui sont réellement votre vie personnelle. Le nombre d'heures où vous ne faites rien en lien avec le travail, que ce soit pour faire une sieste, pour dormir, pour discuter avec votre femme des vacances, aller faire un tour avec votre enfant, aller voir vos amis, aller au cinéma on peut plus, au restaurant on peut plus, mais voilà. Donc en gros, vraiment, mais quand on dit du temps personnel, c'est du vrai temps personnel, c'est-à-dire qu'il n'a strictement rien à voir avec votre travail. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir en attendre? Eh bien, c'est un truc tout bête, hein, c'est ce qu'on dit souvent, hein, ce qui ne se mesure pas ne peut pas progresser. Ben, si vous ne mesurez pas et vous n'êtes pas conscient de où vous passez votre temps, il y a quand même très peu de chances à un moment que vous arriviez à organiser votre temps d'une façon qui soit adaptée par rapport à vos difficultés dans l'organisation de votre temps. Donc, le premier des gains, ça va être de prendre conscience où vous consommez votre temps. Et voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette première session. 168 heures, c'est hard. J'ai coupé l'enregistrement. Ah non, c'est bon. Oh, c'est bon, ça recorde. Alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire, je sens qu'il y a des choses qui grattent. Ouais, il y a des choses qui grattent. Le tracking en 30 minutes, ce niveau de granularité me paraît super fin. Et dans mon expérience, hein, étant du genre à m'évaporer, oui. En plus, si je reprends le contexte, 17 ans de télétravail, donc forcément, quand tu n'as personne pour t'imposer ton temps, quand tu as la liberté finalement de dire bah, je veux pas bosser avec un client et puis j'ai pas envie de le faire aujourd'hui et que tu peux être dans ton flow comme tu le précises, ça fait peur, ce niveau de granularité, rendre compte, prendre conscience de ça fait quoi 30 minutes? Parce que tu vois, on parle de tout à l'heure, tu m'as demandé, ouais, quand tu t'évapores, c'est combien? Ça dépend. Je te donne, j'ai pris 40 minutes, j'ai pas pris, ça fait 1 heure que je suis sur Wikipédia, une demi-heure que je suis sur LinkedIn, et puis j'ai fini par 2 heures sur un reportage Arte, et j'y ai perdu toute l'après-midi. Et c'est pas grave en soi. En plus, c'est pas grave en soi. Quand tu es au boulot, avec des collègues, etc., ce 30 minutes, ça semble tellement rien du tout qu'on ne réalise pas que c'est la moitié d'une heure et que 1 heure, ça te fait un septième de la journée et que dans tes sens, il ne va rien rester en fait.
pense que ta statistique là euh, le temps de travail effectif est tout petit. Euh, enfin, moi, ça me fait flipper, hein, me dire oh, toutes les 30 minutes, je vais mesurer ce que je suis en train de faire. Alors non, non, c'est pas ça, Josito. C'est en gros, si tu travailles 2 heures sur un sujet, d'accord, tu mettras directement 2 heures. D'accord. Donc, en D'accord. fait, le truc, ça peut être de dire Par contre, si tu as fait plusieurs choses différentes en une demi-heure, ce que je conseille, c'est de dire sur quoi vous avez travaillé le plus pendant cette demi-heure. d'accord. Parce que Voilà. c'est vrai qu'au début, c'est compliqué, quoi. C'est comme tout. Tu vois, c'est tellement simple à comprendre que tu te dis pourquoi personne ne le fait. J'observe de mon entourage hein, Ouais. depuis quelques mois, là, je vois mes collègues, etc. Euh, pour le coup, je suis passé d'un monde où je télétravaille, donc je Zoom, Teams, whatever, depuis des années. Oui. Et c'est cette expérience de vie qui m'a imposé de gérer mon temps, en fait. Hmm. Plus une activité freelance où bah là, quand tu commences à être payé à l'heure, la notion de Oui. valeur, enfin, elle s'impose à toi. C'est ton client qui te dit si tu vaux rien ou si tu vaux quelque Exactement. chose. Hmm. Mais ouais, mais tu vois, c'est une notion que tu perds facilement quand tu es salarié. Oui. D'accord. Là, je le fais parce que voilà, CDD de 6 mois, ça faisait des années que je ne m'étais pas retrouvé dans ce contexte-là. Et je m'aperçois que tu n'as plus cette contrainte. En fait, l'organisation ne t'impose plus tellement cette contrainte de valeur. Non. Tu es salarié. Donc, dans la mesure où on a mis une seule fois, on a dépensé de l'énergie pour une seule transaction avec toi, qui est la Oui. négociation au moment de la signature du contrat. Quelque part, on n'y revient plus. Et c'est l'avantage du salariat versus autre chose, c'est qu'il n'y a pas cette négociation permanente de je te fais un devis, on rediscute la valeur. Enfin, ça se passe vraisemblablement une fois par an. Et j'ai cru comprendre que dans certaines entreprises, c'est du folklore, quoi, cet Ouais. entretien annuel d'échange. Donc, tu t'aperçois que déjà, tu as une organisation qui t'impose peu de contraintes sur ta création de valeur. Et dans ce contexte-là, tu es dans une organisation où tu parles des réunions, mais alors le temps social, là, j'ai vu que tu avais mis 17 minutes dans ton étude, il y a 17 minutes pour le café. Ouais. Quand tu travailles chez un torréfacteur et que le café, il est gratos, Ah oui. et qu'il y a des machines à café, tu passes un temps infini et tu vois déjà enfin, je vis le temps social qui est Oui. nécessaire. Hein, Ah oui, 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 de toute façon, ça, c'est un des problèmes aussi quand on commence à traquer le temps. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important. C'est si vous voulez vraiment en tirer le profit maximum, soyez honnête avec vous-même. 1 heure et demie par jour, Arnaud. Alors, finalement, tu vois comment je le mesure Hmm. à force de le faire, Hmm. tu finis par sentir le temps. Je crois que c'est une Hmm. notion que tu donnes, c'est un des effets. C'est tu finis par affûter ta conception du temps et tu sais, 1 heure, tu sais pas ce que c'est en fait. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 5 minutes, c'est très compliqué à appréhender. Donc, je pense que toi, dans ton entourage, tu as quelqu'un qui pourra bien expliquer comment les enfants se mettent à appréhender le temps ou pas. Oui. Euh, on ne sait pas, on ne se rend pas. En fait, l'un des gros problèmes, pourquoi tu parles de traquer, c'est que tu ne spontanément, naturellement, j'ai l'impression qu'un humain ne sait pas ce que ça fait 1 heure. Euh, j'ai découvert qu'au travail, dans une journée, mais ouais, je passe à peu près 1 heure et demie de blablabla, tu as passé une bonne soirée, tu as passé un bon week-end, tu as regardé quoi à la télé, tiens, j'ai une bonne anecdote à te raconter. Waouh, ça dégage. Plus une grosse partie du temps que tu consacres à déblatérer sur tes collègues. Alors ça, si on commence à mesurer le temps que vous passez, plutôt que d'identifier, ça on en parlait ce matin sur un podcast, plutôt que d'identifier un problème, casser du sucre sur un collègue, c'est pas du tout la même activité en fait. Non, pas du tout, non. Mais ça prend beaucoup de temps de dire mais c'est la faute à Micheline. Ouais, tu comprends, elle fait chier Micheline. Voilà. Mais en fait, on s'en fout, c'est quoi le problème? Hmm. Le, le, tu peux me donner un truc pour
contrecarrer cette tendance naturelle à pas vouloir faire cet exercice? C'est-à-dire, moi, je peux te dire, ouais, j'ai besoin de mesurer mon temps, de m'approprier la valeur, enfin, combien de temps je mets pour faire telle et telle chose. Oui, Et ça, c'est consciemment, je te le dis. oui. Et mon inconscient fait absolument tout son possible pour pas que je fasse cette tâche-là. Bah, tout simple, en fait, la principale peur qu'on ramène, c'est de se rendre compte qu'on est nettement moins bon que ce qu'on pensait. C'est Ok, juste d'accord. ça, en Ok. fait, le risque. Parce que de toute façon, si vous êtes bon, bah, il n'y aura pas de problème. Euh, le souci qu'il y a, c'est que derrière, j'ai lu une autre statistique en préparant, il n'y a qu'en gros 17% des gens qui traquent leur temps. Ouais, carrément. D'accord? Mais carrément. Moins d'une Carrément. personne sur 5. Et en fait, les statistiques montrent que les gens qui traquent leur temps ont une carrière qui est bien meilleure que les autres. Et c'est logique. Parce que comme ils traquent Et leur temps, mesurer. Mais ouais, mais t'as raison. comme ils mesurent leur temps, ils l'utilisent de façon plus efficace que vous. Et donc, ils ont des résultats qui seront meilleurs. Et donc, ils progressent plus vite. C'est tout bête. Le fait de traquer le temps aujourd'hui, là, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience où vous allez passer votre temps. La deuxième étape, ça va être quand il y a des tâches qui reviennent régulièrement, plutôt que de se dire au doigt levé, tiens, bah, pour faire ça, il me faut entre 1 heure et 3 heures, vous allez pouvoir vous dire, bah, par rapport à ce que j'ai traqué jusqu'à présent, eh ben, je sais qu'il me faut tant de temps. Par exemple, moi, je sais si ça m'agace de faire ma comptabilité, mais je sais que quand je dois faire ma comptabilité avec mes notes de frais pour les envoyer à mon expert comptable, je sais que je bloque 1 heure et demie. Et dans 80% des cas, j'aurais fait ma compta en 1 heure et demie. Et de toute façon, si certains mois, je la fais en une demi-heure, je me suis libéré 1 heure dans mon agenda. Mm. Donc, de toute Mais façon, c'est ça aussi ouais. qu'il faut comprendre. C'est que quand on traque le temps, c'est pas pour se flageller, c'est pour identifier les points d'amélioration. Et de la même façon, on verra plus tard, quand je vous ai dit qu'il y a des contraintes de temps pour les tâches, d'accord? On verra aussi qu'il faut estimer le temps qu'il faut pour faire une tâche. Je pose toujours, tu sais que ça surprend, hein, je suis dans une PME aujourd'hui et pour une mission plutôt longue. Et les gens avec qui je travaille sont surpris parce que je leur pose systématiquement. D'abord, je demande toujours, c'est pour quand? C'est à faire pour quand? Ça, c'est une première chose, parce que dans cette contrainte de gestion du temps, tu l'as signalé, il y a ce qu'on t'impose, ce que t'imposent les autres. Oui. Je remercie pour le temps que les gens m'accordent en réunion. Ça, c'est une surprise. Ça surprend. Je peux te garantir que j'ai quand même le dirigeant qui me dit oui, mais bon, tu vois, c'est normal que c'est normal que tu me convoques à une réunion et que j'y sois en fait. Tu n'as pas à me remercier pour le temps que je viens de te consacrer. Ben, si, mec, parce que tu as plein de trucs à faire et j'estime qu'à partir du moment où tu me consacres du temps, je me souviens, je suis arrivé dans cette boîte et le RH m'a dit OK, tu vas bosser là-dessus, le marketing, la transition numérique et tout, mais on est dans une période un peu singulière. Combien de temps ça va prendre aux équipes? Et je lui dis, je vais tâcher de faire en sorte de leur prendre le moins de temps possible parce que je sais qu'ils se consacrent sur ce qui a le plus de valeur. Et la question du RH m'a fait dire, j'arrive dans cette boîte, waouh, ils ont une certaine maturité sur ce sujet-là. Tu parles, Charles, rien du tout. Ça va pas durer 5 jours cette affaire, qu'au bout d'une semaine, et va que je te convoque des réunions, je te mets 10 personnes dans la pièce. Et tout le monde vient, en fait. Et tout le monde vient. Il y a une personne qui m'a dit, mais c'est quoi l'ordre du jour? Est-ce que je suis légitime dans cette réunion? Et là, je me suis dit, merde, ouais, pardon, je n'ai pas précisé, etc., etc. Et oui, ce sujet-là du temps qui est pas traqué. J'en observe quelques-uns, pardon, ça fait anecdote, mais j'ai quand même quelqu'un que j'observe. C'est, j'arrive à 10 heures, je vais fumer une clope, je fais une pause café, 10h30, je suis devant l'ordi, je bricole un truc, 20 minutes, je repars, puis après, il est le temps d'aller manger, puis je reviens tard, et puis je fais encore une pause, machin. Le type se barre, il est 19h30,
Il Hmm. fait style. Waouh, je n'ai pas vu la journée passer. Hmm. Il n'a rien fait. Ce C'est type, ce qu'on appelle le présentéisme. J'ai été dans une il est entreprise, là. moi, où tu as des gens, en effet, qui arrivaient à 7h30, ils pointaient à 7h30, de 7h30 à 9h30, ils étaient à la machine à café, à 11h30, ils pointaient pour aller manger, pour ne pas perdre de temps. C'est ça qui est rigolo. Parce qu'à cette heure-là, il n'y a personne. Donc, ils sortaient à midi, mais comme ils avaient droit à 1 heure, ils consommaient l'heure, ils repointaient, ils repartaient au café, et à 16h30, ils étaient les premiers, à 16h25, ils étaient prêts à partir. Bon, voilà J'ai fait quoi. un Je veux dire, exercice. c'est ce que tu disais J'ai tout fait, à l'heure. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui passent un contrat pour consommer le temps des gens qu'ils ont engagés. mais t'imagines que là, je suis en 4/5e. Et moi, ma question, c'est peut-être que j'ai besoin que d'un 3/5e pour faire le job, en fait. Et donc, vu que j'ai cette notion de valeur en tête, je me dis, mais à quoi ça sert d'être plus longtemps dans l'organisation si je ne peux pas créer plus de valeur parce que l'organisation ne va pas à la vitesse qui me permet de donner Oui. ma pleine puissance, hein. C'est juste troublant pour l'organisation dans son ensemble que je tienne ce discours. Sauf que la personne dont je te parle, je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas faire ça par des freelances? Je ne comprends pas. Mais parce qu'en fait, c'est des tâches à faible valeur ajoutée, ce sont des tâches d'exécution. Vu que ton travail est de réfléchir, ce genre de choses n'a pas de valeur, délègue. Et là, j'ai capté que ça l'emmerdait. Et je me dis, mais pourquoi ça lui pose un problème? Parce que justement, il sort du bois et il m'a dit, non, mais tu sais, c'est compliqué ce que je fais, donc c'est difficile à déléguer. Ben non, tu prends ton truc, tu l'organises sous forme de tâche, tu fais ci, tu fais ça. Et puis, je suis un peu bené. Tu sais, tu me dis un truc, j'y vais, je pars en mode, vas-y, t'as qu'à faire ça. Et je comprends au bout d'un temps que non. Ben non, parce que si je délègue ça à un freelance et qu'on s'aperçoit que ça met 1 heure et que moi, je te dis que ça met une journée, Tu as tout compris. et, Tu as tout compris. ça fait partie. Ça ne m'étonne pas que tu dises qu'un cinquième, il n'y a qu'un cinquième des individus qui traquent leur temps. Je le fais à titre individuel. 60 minutes pour faire les courses le samedi matin, 2h30 pour préparer à manger. Ça a été un exercice de dire ah oui, mais on fait à manger toute la semaine. Je ne précise pas d'enfant, hein, donc il y a quelque chose qui est plus maîtrisable quand tu n'es que 2 adultes. Mais néanmoins, c'était de se dire combien de temps on passe à faire à manger? J'en sais rien. Bah, bien, on va mesurer. Tu dis ah, mais on fait à manger le soir, on fait à manger le midi, on fait à manger machin, etc., etc. Et puis on a tout concentré en se disant on va consacrer le dimanche matin à faire à manger pour toute la semaine. Franchement, c'est pénible. Les premiers temps, c'est chiant. Non, mais c'est pénible. Oui, non, mais je sais Sauf bien. que ça t'oblige à faire une liste Oui. de courses. Tu fais ta liste de courses, donc tu mets moins de temps à faire les courses parce que tu fais tac, 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 Allez, balayer. je te coupe juste parce que ça, c'est Vas-y. important. Et en plus, comme c'est long, d'accord, tu ne vas acheter que ce qu'il y a sur ta liste. Alors que Carrément. si tu y vas sans liste, éventuellement, c'est comme quand tu vas chez Ikea, tu ressortiras forcément avec des trucs que tu n'avais pas prévus au début. Donc là, on Aujourd'hui, liste. commence à toucher du doigt aussi la notion de performance. Quand on a un temps pour faire quelque chose, on ne va Oui, pas rajouter des choses au-delà de ce qu'on avait fait. non, non. Et c'est super important. Moi, j'ai lutté, hein, pardon, mais j'ai lutté. Hein, pour pas traquer mon temps, j'ai lutté. Et vu que j'ai bossé Ouais, je qu'avec pense que des tu as ingénieurs, quelqu'un à la maison qui a dû bien te pousser bah à le passer. ouais, mais oui, oui, bien sûr. Il y a eu la première étape j'ai pas voulu. Hum, Et je bossais avec des ingénieurs qui me disaient, mais traque, comme ça on hum, saura. On hum, peut pas, c'est chiant, faut que je démarre un truc, faut que j'éteigne un truc, faut que je démarre un truc. Tu me hum. saoules. D'ailleurs, tu as vu ma première question, c'était de te dire, ouais, mais attends, 30 minutes, c'est pas un petit Ouais, peu mais beaucoup. je sais. Ça me gratte. À partir du moment où j'ai commencé à me vendre à la valeur et au temps passé, Hum, j'ai bien été obligé d'être plus contraint. Et la première personne qui m'a donné des leçons là-dessus, c'est Noémie Naguetan de chez HubSpot. ouais, Quand on faisait des calls, elle était tout le temps avec un œil qui partait de ce hum, côté-là, donc je savais où était l'horloge ouais, sur son ordi. Ça m'exaspérait, hein, j'en pouvais plus. ouais.
Ça m'agaçait. En fait, attention, il faut bien prévenir tout le monde qu'à partir du moment où tu commences à traquer ton temps, tu commences à t'affûter, tu Oui, commences à sentir la valeur du temps et tu commences sacrément à agacer tous ceux qui ne le font pas. oui. Et c'est aussi, à mon avis, une bonne raison de ne pas y aller. C'est souvent, tu te dis, enfin, c'est voilà, tu deviens différent. On est peu à le faire, donc tu deviens différent sur le fait de traquer son temps. Tu penses quoi de Pomodoro, la méthode Pomodoro? Je l'ai essayé, ça ne me correspond pas du tout. D'accord. Voilà, la méthode Pomodoro, hein, vas-y, je te Oui. laisse rappeler Non, comment non, ça vas-y, fonctionne. rappelle. Je sais Bah, en pas. gros, Vas-y, ça vas-y. vient tout simplement, c'est la tomate, hein, si je me rappelle Ouais. bien, en italien. C'est le fameux minuteur que tout le monde a eu en forme de machin, là, et en gros, c'est travaillé par, en gros, on pourrait dire des sprints de 20 minutes à 50 minutes. Mm. Bon. Mm. Euh, Moi, ça ne me correspond pas parce que, premièrement, je suis un procrastinateur né, donc c'est aussi pour ça que j'arrive à en parler de façon très, très évidente. Et en fait, je vous parlerai des lois du temps, etc., etc. Le syndrome de l'étudiant, c'est attendre le dernier moment pour faire quelque chose. Je le pratique beaucoup. Et en fait, la procrastination a aussi un effet bénéfique qui est d'être, entre guillemets, feignant. Mais feignant dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on réfléchit avant de se lancer. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas à 100% sur quelque chose qu'éventuellement, il n'y a pas des choses qui se passent dans la tête. Et en gros, moi, quand je rentre dans une production, en fait, généralement, je rentre dans un état de flow. Et à ce moment-là, je n'ai pas envie de m'embêter avec quelque chose, une sonnerie ou quoi que ce soit qui va me dire qu'on est à 20 minutes, etc. etc. On en parlera aussi. Il y a des études qui ont montré qu'il faut 20 minutes sans aucune interruption pour pouvoir être productif à 100%. Or, il y a une autre statistique qui dit qu'en moyenne, on va avoir une notification ou une distraction à peu près toutes les 2 minutes 30. Donc déjà, si vous voulez augmenter considérablement votre productivité sans changer le temps de travail, coupez toutes les notifications et vous allez voir que vous allez produire soit beaucoup plus, soit d'une qualité largement supérieure. Donc Pomodoro, j'ai essayé. Moi, ça ne me va pas. Moi, ça ne me va pas. Ça ne me va pas du tout. Je ne me sens pas à l'aise avec. Ça ne me va pas. Ah, je t'ai perdu. Joséito. Ah ah. Ah, je t'avais perdu. Ah, et moi, c'était coupé. D'accord, c'est moi qui ai coupé, en fait. Désolé. Non, non, Euh, mais pas de souci. Donc, je te dis, moi, ah, Pomodoro, oui. voilà, c'est une Ok. méthode. Je l'ai essayé. Ça ne me correspond pas. Moi, je travaille plus je dirais, en anticipation non consciente de plein de choses qui travaillent. Et en gros, quand je sens que c'est le moment, voilà, je m'organise dans mon temps à bloquer éventuellement une journée où je suis tout seul, voire une soirée complètement, où je suis capable de produire en une seule fois ce qui m'aurait pris, si j'avais fait en méthode Pomodoro, éventuellement beaucoup plus de temps. Après, Alors, il y a un autre truc. dans les méthodes, celle qui sera la meilleure, c'est celle qui vous correspond. Ouais, c'est ça, c'est ce que Ça tu paraît disais. con à Enfin, dire, mais voilà, c'est pas un outil qui va faire que vous allez devenir bon en gestion du temps. C'est d'abord de prendre conscience que vous avez besoin de le gérer. Deuxièmement, de savoir en gros sur les tâches récurrentes que vous avez à faire à peu près combien de temps il faut en moyenne. Et là, c'est pareil, hein, c'est 80-20. Hein. C'est en gros, dans 80% des cas, il me faut tant de temps. Et quand vous dépassez, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en gros, si vous êtes un commercial et que vous savez qu'en moyenne, il vous faut 3 heures pour faire une offre et que vous avez 10 offres à faire, ne vous mettez même pas en tête d'être capable de de faire les 10 le lendemain. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez détruire la confiance en vous. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est quand on commence à traquer son temps, on va renforcer la confiance qu'on a dans notre capacité à piloter notre temps.
Et c'est ce qui fait aussi que les gens qui traquent progressent plus vite, c'est que les gens qui traquent, ils tiennent leurs engagements. Ouais. Ou du moins, s'ils ne sont pas capables de les tenir, ils sont capables de prévenir largement en avance pour dire « je n'y arriverai pas, donc quelle est la tâche qu'il faut que je bouge dans toutes celles que j'ai ?» Et là, on se rapproche un peu du management de projet, c'est que ce n'est pas quand on doit livrer qu'on doit s'apercevoir qu'on est en retard. Parce que ça, généralement, les clients ne sont pas contents. Ça, c'est important. Alors, moi, il y a un autre truc. Alors, il y a deux choses. J'étais en train de dire quand ça coupait, j'ai pas de notification. Mais ça fait un petit bout de temps maintenant que j'ai viré toute notification sur mon smartphone. J'enlève aussi sur mon ordi les pim, pam, poum, plam, poum. Ça, c'est un gros truc. Il y a quelque chose qui m'a permis de reprendre la main sur cette notion de temps et de m'apaiser, d'enlever du stress. C'est de prendre le temps, j'ai pris le temps de prendre le temps d'analyser les moments dans la journée aussi. Oui. Alors ça, on ne peut pas tous forcément le faire. Je sais que le matin, je pondère aussi la qualité de mon temps dans la journée. Si tu veux mon créneau 8h, 9h le matin, j'espère pour toi que tu as beaucoup d'argent, beaucoup de valeur, ce que tu veux, mais non, tu ne l'as pas. 8h, 9h, c'est vraiment 60 minutes pendant lesquelles j'ai l'impression de faire. Tu parlais finalement tout à l'heure de je ne sais plus combien de minutes là, dans une journée, 1h30 peut-être, 2h grand max, mais 8, 9. Je fais tout. En fait, je fais ma journée. À 9h30, je pourrais rentrer chez moi, que ça y est, j'ai donné le max. J'ai donné ce qui a le plus de jus, plus de valeur. Et donc ça, je le vois bien. Et c'est un gros effort de ma part de ne pas commencer ma journée sur LinkedIn, en l'occurrence, en disant je n'ouvre pas, ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu l'as dit, mais je n'ouvre pas ma messagerie, je n'ouvre pas LinkedIn, je n'ouvre rien et je commence par me dire ok, qu'est-ce qui va produire le plus de valeur dans cette journée? Et c'est le premier truc que je fais. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Non, parce que ça, généralement, on a tendance à essayer de se leurrer soi-même et de pouvoir dire à la fin de la journée, mais j'ai fait ci, 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 et se rendre compte, oh purée, j'ai oublié de faire ça qui était super important. Alors, le vieux truc, c'est commence la journée avec ce qui rapporte, finis ta journée avec ce qui coûte. Et tu vois, j'ai décalé une présentation d'un fournisseur à 19h ce soir en me disant bon, allez hop, celui-là, au pire, je le repousse, je m'en fous, il va me demander des sous, donc c'est pas la peine. Mais et je fais mes devis le matin, en fait, à la fraîche. Donc, ça, c'est aussi un sujet de prendre conscience de la qualité de ton temps au fil de la journée. C'est pas facile à faire, et pour beaucoup, on voit bien qu'avant midi, là, avant d'aller manger, ça sert à rien. Oui, il y a la notion de chronobiologie aussi. C'est de 8 à 9 que tu es le plus efficace. Moi, c'est plutôt tard le soir, ou quand je dois vraiment produire, moi, c'est ou très tôt le matin. Et en gros, malheureusement, dans la journée, bon, sauf si j'arrive à me mettre dans le flow, où je ne vois pas le temps passer, et donc je ne me rends pas compte, mais sinon, c'est compliqué. Dans la journée, pour moi, c'est compliqué de créer. Quand je crée quand je crée des ateliers, quand je crée des webinaires, quand je crée mes formations, généralement, c'est beaucoup la nuit. Mais on ne nous accorde pas tant cette notion de valeur, vu que le temps n'est pas traqué, vu que la valeur n'est pas un sujet. Dans beaucoup d'organisations, hein, ça a beau faire blablabla, 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 la valeur, on s'en carre, quoi. C'est pas un truc qui est perçu. Mais si c'était le cas, tu pourrais finalement laisser tes collaborateurs organiser le temps comme ils ont bien envie de le faire, et substituer une partie des réunions de la journée strictement inutiles, ou en tout cas qui ne génèrent pas grande valeur, les mettre à d'autres moments ou les supprimer. Écoute, j'ai été dans une entreprise où il y a un patron chef
un patron chef, d'accord, qui avait son agenda qui était plein de 8h à 19h, toutes les semaines. Il s'était déjà fini un agenda type, et en gros, il passait son temps en réunion à imposer aux autres ce qu'ils devaient faire, d'accord, à les challenger sur ce qu'ils n'avaient pas atteint, parce que comme ce n'est pas eux qui avaient défini les objectifs, ils définissaient n'importe quoi, et à s'attribuer tous les bénéfices quand ça avait fonctionné. D'accord. Et en gros, il n'était jamais libre. C'est-à-dire que quand tu avais besoin, son agenda étant plein, tu pouvais avoir un rendez-vous avec lui que 3 semaines plus tard. Et il te disait les yeux dans les yeux, mais il faudrait peut-être comprendre que mon temps est précieux. Sous-entendu, le tien ne l'est pas. D'accord. Or, on le verra dans d'autres sessions, on sait très bien que pour pouvoir être efficace quand on manage les gens, il faut conserver des plages dans son agenda qu'on peut bloquer, mais pour les urgences. Parce que si on ne les bloque pas, bah forcément, on n'a plus de disponibilité et une petite urgence va devenir une grosse urgence. Ouais, ça, on en reparlera, s'il te plaît, des urgences, parce que j'ai eu encore un mail la semaine dernière où j'ai eu droit. Tu n'as pas répondu à mon mail? Oui. Pourtant, dans l'objet, j'ai mis urgent. Oui. Tu as vu, j'ai pas la carrière d'un pompier. Je suis pas le SAMU non plus. Tu as vu, mon vélo, il n'est pas rouge avec une croix. Non, alors il n'y a pas d'urgence chez moi. Ouais, mais c'était urgent. Important peut-être. Mais ça semble tellement évident, mais ça fait partie des sujets. Ça a changé ma vie, hein, ce truc-là, ça, mais vraiment. Et en plus, on en parlera, hein, c'est la matrice d'Eisenhower, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Hein. Par contre, ça a changé ma vie. C'est impressionnant comme justement cette notion de se protéger. C'est ça aussi, quand on est stressé, je reviens à ce qu'on disait, quand on n'a pas la maîtrise de son temps, on cherche à se protéger. Donc, le problème, on essaye de s'en débarrasser sur quelqu'un d'autre et on fait un mail et on arrose la planète entière en disant « Ah bah de toute façon, j'avais prévenu hein !» Sauf que généralement, on ne paye pas les gens pour qu'ils préviennent des problèmes, mais pour qu'ils proposent des solutions. Et ça aussi, généralement, ceux qui traquent le temps sont beaucoup plus orientés solutions, création de valeur, prise de risque raisonnée, que les autres qui ne cherchent qu'à se protéger, parce qu'ils savent très bien que justement, ils ne tiennent pas leurs engagements, etc. Et ils vont vous envoyer un mail. Il y aura en plus un accusé de réception, comme ça, ils pourront vous dire les yeux dans les yeux, et j'ai eu l'accusé de réception. Donc, c'est là où vous pourrez leur dire d'aller voir sur Internet qu'un accusé de réception, c'est pour dire qu'on accuse réception de quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a lu, qu'on l'a ouvert, qu'on a compris et qu'on était d'accord. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, on y reviendra aussi. En tout cas, la première chose à faire, traquez votre temps. D'accord. Descendez à la granulométrie qui vous paraît celle qu'il faut pour que vous preniez conscience. Donc, moi, pour ça, je vous ai dit 30 minutes ou un quart d'heure. Mais si vous passez 2 heures d'affilée sur quelque chose, évidemment, vous n'arrêtez pas toutes les demi-heures pour dire « Ah ben, je suis en train de faire ça, puis faire ça. » Parce que là aussi, vous allez créer une interruption et vous allez perturber votre capacité de concentration. Écoute, je vais le faire sur les 48 prochaines heures. C'est marrant. On se retrouve mercredi prochain. Ouais. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais je te dirai, je te montrerai. Je partagerai le temps sur 48 heures, comment je l'ai mesuré. Tu as cité l'outil Toggle, c'est ça? TOGGL? Oui. C'est gratuit. Vous avez juste un compte à ouvrir. Vous définissez les catégories. Et en gros, quand vous commencez quelque chose, c'est un logiciel SaaS, donc vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, ce qui est toujours intéressant, parce que généralement, le téléphone, on l'a toujours sur soi. Il y a une interface aussi un peu plus évoluée sur votre PC. Tout se synchronise. Vous commencez une tâche, vous cliquez. Vous finissez, vous cliquez. C'est tout. Et puis, si vous avez oublié, vous pouvez en créer une. Vous pouvez remettre la date de l'heure de départ, l'heure de fin, ça vous fait tous les calculs, etc., etc. Et puis, si vous êtes papier, vous prenez une bonne fiche cartonnée. Quand vous commencez quelque chose, vous notez l'heure. Quand vous finissez, vous la notez. Puis, à la fin de la journée, c'est vous qui faites le récap en affectant les heures, etc., etc. Et on verra bien. Allez, c'est parti. On fait l'exercice. Merci Arnaud, c'est cool. À mercredi. Et puis, à mercredi alors. Ciao, ciao. Ça marche. Ciao, ciao.